Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. Alors désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas fait de live en fait. Non, j'ai loupé un seul live, mais bon, c'était un dimanche soir et vous savez que le dimanche soir, je fais toujours des choses que j'enregistre pour YouTube, quoi. Et donc voilà, ça fait une vidéo de moins. J'en suis désolée, du coup, vous n'avez pas eu de vidéo depuis un petit moment, depuis au moins 10 jours. Mais bon, là je reviens avec un bilan lecture, avec une mauvaise lecture. Bon, en vrai, il y a une mauvaise lecture. Les autres, c'est que des bonnes lectures. Bon, il y en a une qui est un peu pas folle. Mais après, c'est des excellentes lectures. Et par contre, voilà. Il y en a une, c'est la cata. Salut Elisas. Comment ça... Elisas, oui, bien sûr. Comment ça va? Ouais, donc voilà, une catastrophe de lecture pour commencer ce petit bilan lecture. Voilà, ça va être topi top. Allez, c'est parti. J'attaque donc avec ma première lecture de la catastrophe. C'est Manger du gluten, boire de l'alcool et baiser le premier soir de Jessica Zimmerman, illustré par Stomy Busy, qui est une illustratrice. Alors, en fait, pourquoi vous allez dire, mais pourquoi tu lis un truc pareil? Oui, mais il y a une explication. C'est parce que c'est une collègue qui me l'a passé, qui m'a dit, tiens, alors en fait, c'est assez drôle parce que au début, elle m'a dit ah tiens j'ai acheté un livre pour le fun et tout, ça a l'air un peu rigolo, voilà, et puis si tu veux je te le passerai, tout ça, machin, je veux, bon ouais ok, j'étais là, oui bon, après c'est vrai que le truc de Insta versus la vraie vie, qui a écrit sur le en macaron là, je me suis dit ouais ça peut être marrant. Pourquoi pas. Et après, quelques temps plus tard, elle me dit bon, j'ai commencé à le lire. Alors au début ça allait, mais après c'était un peu pourri. Et elle me l'a quand même prêté, alors que bon, elle me dit moi-même que c'était pas bien. Elle m'a dit elle-même que c'était pas bien, elle me la porte quand même. Elle dit tiens, vois par toi-même. J'ai fait bah d'accord, super, merci le cadeau empoisonné. Donc du coup... Du coup, je me suis dit, bon, après, il fait 140 pages, c'est illustré, c'est raconté façon journal intime, ça va pas être très difficile à lire. Donc, je commençais à lire ça, et alors, l'histoire, en fait, c'est l'autrice elle-même, hein, Jessica Zimmerman. Alors, évidemment, ça raconte pas ce qu'elle a vraiment fait, c'est une fiction, mais elle se place en narratrice, quoi. Qui décide, enfin remarque qu'elle a peut-être vraiment fait, mais si c'est ça, c'est un peu pathétique, hein, j'ose espérer, mais que c'est pas le cas, mais bon. Voilà. Qui décide en fait un jour qu'elle en a marre de voir tous les trucs parfaits sur Insta en fait, hein, j'ai une vie parfaite, avec des enfants parfaits, avec un physique parfait, avec de la cuisine parfaite, avec une maison parfaite, etc. etc. Et du coup, en fait, elle décide de tout prendre. Alors, ça se présentait comme ça. Elle nous explique qu'elle décide de tout prendre un peu à rebrousse-poil, en mode ah ouais, ok, puisque c'est ça, et ben moi... je vais faire mon propre Instagram, je vais aller à l'encontre de tous les préjugés d'Instagram. Et sur le coup, ça envoie du rêve, peut-être pas non plus, mais en tout cas, tu te dis, allez, ça va être un petit peu rigolo, quoi. Voilà, de jouer sur de déjouer plutôt les clichés d'Insta et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, allez, voilà, ça, effectivement, ça peut être rigolo. Mais le problème, c'est que je n'ai pas compris. Bon, déjà, ça commence comme ça. Je n'ai pas compris le principe du truc, parce qu'en fait, elle ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle va faire. Elle ne fait pas du tout ce qu'elle dit qu'elle va faire. En fait, au contraire, elle essaye de suivre les trends, mais en faisant n'importe quoi. Genre limite pas volontairement, je sais pas, ça n'a aucun fucking sens ce qu'elle fait dans ce livre, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Surtout qu'elle a établi une échelle de Gwyneth Paltrow, ok, pour la blague, d'accord, mais j'ai pas compris ce que c'était son échelle en fait.
par rapport à quoi, je sais pas, donc à chaque fois elle met des notes à la fin, échelle de Gwyneth Paltrow, 0/20, machin, enfin... Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Vraiment, rien n'a de sens dans ce livre. Je comprends pas. Et du coup, voilà, elle fait en mode journal intime. Donc chaque mois, elle décide que chaque mois, c'est une thématique en particulier. Et donc, elle raconte chaque jour, elle dit, voilà, j'ai fait tel post sur Insta en mettant blablabla. Et évidemment, c'est une catastrophe. Mais le truc, c'est que tout est... les blagues sont grossières, enfin grossières pas dans le sens avec des insultes, dans le sens où c'est pas crédible, c'est beauf et c'est pas drôle en fait, c'est lourd quoi, et c'est, je sais pas, c'est nul, l'humour est tellement mauvais. Je n'ai pas souri une seule fois. Ouais, c'est pas subtil. Voilà, clairement, ça met ses gros sabots là. J'ai pas souri, j'ai pas compris, c'est pas drôle, cette meuf n'a aucun humour, ça n'a pas de sens. Alors j'aime bien parce que c'est publié chez Le Duc, collection humour. Alors voilà, et du coup je voulais vous montrer en faisant un test. Donnez-moi, vous pouvez tout le faire là sur le chat, donnez-moi un nombre entre 1, peut-être pas 1, mais bon bref, et 143, voilà, qui est la dernière page. Et je vais vous lire la page que vous m'aurez désignée, pour vous montrer que je ne triche pas, que j'ai pas choisi exprès le passage le plus nul. Voilà. Alors 56, let's go. Page 56. Alors bon, le chapitre est long, il commence avant, tant pis, on prend en milieu de chapitre, hein, c'est pas grave. Donc, je la regarderai manger sa salade de tomates et je lui demanderai... je la regardais, manger sa salade de tomates et je lui demandais alors... J'ai bien compris que tu ne manges pas de viande, mais tu as vu, il y a du poisson ou même une omelette si tu manges végétarien. Déjà, super blague. Elle me fustigea à nouveau du regard. Je ne mange pas de poisson pour les mêmes raisons et je ne mange pas d'œufs. Je ne mange rien de ce qui provient des animaux et je trouve ça dingue que de nos jours, au XXIe siècle, les gens le fassent encore. Là, elle avait le ton de Nelly Olson, épisode 87 de la saison 16. Végétarien, avec rien écrit. Blague de boomer! Blague de boomer! Et je continue. Bon, essayant de rester sympa avec elle, au moment du fromage, je lui tendis le plateau. Et donc elle répond, tu n'as rien compris, je ne consomme pas de lait et le fromage c'est fait avec quoi? Me demanda-t-elle comme si j'avais 2 ans et demi. J'avais bien envie de lui répondre, papa c'est quoi cette bouteille de lait? Mais comme elle n'avait que 22 ans, elle n'aurait pas eu la référence de vieille que je suis. C'est nul à chier, pardon. En plus, bon, évidemment, ça veut se moquer des végétariens, enfin des véganes, en l'occurrence, c'est même pas végétarien, c'est des véganes, là, qui ne mangent rien de ce qui provient des animaux. Et même la suite est encore plus nulle. Je lui demandais gentiment d'arrêter de me juger et d'user d'un ton plus sympa. Ça ne sert à rien de manger sain si on est désagréable, hein. Dans ma barbe que je n'ai pas, je rajoutais, ça va, pète un coup, mais elle entendit, car donc je n'ai pas de barbe. Pitié, alors, page 128, mais pitié quoi, je vous jure. C'est parti. Ah bah, elle est courte la page 128, c'est 29 octobre et 30 octobre. La réussite étant géniale mais pas toujours évidente, je propose que tous les hashtags la vie c'est la réussite soient immédiatement bannis. Et 30 octobre, c'est la fin du mois d'octobre. Ah, j'oubliais, prendre des mantras pour les filer aux autres comme une patate chaude, c'est gentil, mais parfois difficile de savoir quoi en faire, un peu comme les conseils beauté de Gisèle Bunchen, quoi. Voilà, cela c'était un peu nul parce que il y avait que 2 petits trucs. D'ailleurs, pardon, mais en fait, les chapitres sont très longs. Enfin, sont très longs, façon de parler. Jusqu'à peu près le mois de mai-juin, et après, d'un coup, elle accélère. Genre... les 4 derniers mois, là, il y a 3 pages, en fait. Elle s'enquille le mois d'octobre, quoi. C'est... Comme si... Oh, putain, bon, allez, c'est la fin, vas-y, j'abrège tout, c'est pas grave. Donc, en fait, elle parle de mantra parce que en octobre, c'est que des mantras. Mantra 7, mange au moins 5 fruits et légumes dans ta vie, ce sera plus facile qu'en 24 heures. Voilà. Fabrique ton bonheur, et si tu ne peux pas, fabrique un cendrier en pâte à sel, c'est déjà ça. Il y a des hashtags à chaque fois. Hashtag ne jamais douter de soi. Je suis allée au bout du truc, ouais.
Je sais pas comment j'ai fait. Mais franchement, c'est que des trucs comme ça. Vraiment. Donc voilà, attendez. Je peux vous en lire encore. Ah bah tiens. Ah oui, bah c'est marrant, je suis tombée pile sur un truc dont je voulais parler aussi. 15 avril, durant ces 10 derniers jours, alors avril c'est le mois du sexe, je n'étais pas là car je testais des choses. J'ai d'abord testé le hashtag foodporn. Ah non, c'était pas le mois du sexe, c'est le mois de la bouffe, ouais, puisque foodporn. Non, je ne reviens pas en arrière avec la food, mais quand j'ai vu que 300 millions de hashtags étaient dédiés au hashtag foodporn, je me suis dit pourquoi le porno et la bouffe? Bah parce que c'est orgasmique, tu comprends. Ça c'est écrit en italique, donc soi-disant c'est quelqu'un qui lui parle, je sais pas. Manger et baiser c'est pareil, m'a dit une copine experte en bouffe et en sexe. Je suis aussitôt allée dans ma cuisine parler à ma banane. Mais non, le hashtag foodporn, c'est bien plus subtil qu'une bananeux, a rajouté ma copine experte. Ah bon? Le foodporn, c'est un bon plat, un plat qui a l'air sexy, un plat qui donne envie. Pourquoi elle parle comme ça? Et en effet, je découvrais alors que derrière le hashtag foodporn ne se cachait pas que des bananes et des abricots. Oh putain, les blagues de boomer. Mais aussi des plats en sauce. Tu me diras que non rien. Oh. Des gâteaux à la chantilly, tu me diras que non rien. Oh, le running gag de la lourdeur. Des crêpes au Nutella, des pâtes. Alors pendant des jours, je tentais de foodporner moi aussi. Mais déjà que je ne savais pas cuisiner. Alors si en plus, il fallait rendre ça sexy. Déjà, j'avais fait la guerre en janvier et février au dressage d'assiettes. Alors non, alors bon, mettre du porn là-dedans. Merci, mais non merci. Rebelle que j'étais, je décidais de poster un paquet de Pringles avec miam les chips, hashtag miam les chips, hashtag foodporn, hashtag orgasmic chips. Est-ce que j'ai passé 10 jours à faire des hashtags foodporn sous des photos de chips dégueux et des bonbons pas bons? Oui. Et alors, ouais, justement, le truc du foodporn, en fait, elle a pas capté que le mot porn là-dedans, il a rien à voir avec le porno, en fait. Le mot porn, c'est pour désigner quelque chose qui est exagéré, qui fait envie, mais de façon malsaine, mais pas en référence au sexe, en fait. Voilà, et c'est comme le torture porn, c'est parce que c'est ultra exagéré, en fait. Enfin, c'est voilà, c'est pas en rapport avec le sexe. Le mot porn n'a pas forcément rapport avec le sexe, en fait. J'en peux plus. Bref, bon, bref, voilà. Voilà, donc ouais, c'était une catastrophe. En plus, je sais plus, je crois qu'il y avait d'autres trucs que je voulais dire d'ailleurs, mais au final, bon, c'est pas très grave. Si, ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, c'est boomer 2000, évidemment, alors ça se moque. Oh, putain. Le mépris. Parce que autant, je veux bien croire que les bobos soient souvent... Moi, je suis pas spécialement fan des bobos qui sont ultra méprisants et tout. Mais là, c'est l'inverse. C'est vraiment du mépris de gens qui, oui, qui ont envie d'avoir une vie saine et tout. Alors, c'est critiquable, évidemment. Mais là, on est dans un truc, mais c'est trop, quoi. Faut arrêter. Et puis, bon, voilà, vous l'avez vu, hein, mépris du végétarisme, bien sûr. Mépris de plein de choses. Et c'est con parce que elle pourrait... Il y a un seul moment où j'ai été d'accord avec elle, c'est par rapport à l'agisme, en fait, hein, évidemment. Mais sinon, le reste, franchement, c'est nul à chier. Et puis bon... ah oui, il y avait des trucs aussi sur les animaux. Putain, il y avait des trucs que je trouvais cringe, en fait, je sais pas. Même la façon dont elle parle des enfants et tout ça... c'est drôle de faire du sport avec soulevant son bébé et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, voilà, c'était nul. Voilà, donc, et franchement, je comprends pas comment ce truc-là a pu être publié. À quelle heure c'est drôle? Il y a rien de drôle, c'est des blagues de boomers qui sont éculées au possible, mais plus personne ne fait ces blagues depuis 1983. Je suis désolée. À un moment, c'est bon, quoi. Putain, on est en 2025. Alors, je sais pas de quand il date ce livre, mais il doit pas dater de beaucoup. 2023. Bon, voilà, c'est vraiment ultra récent, quoi. Voilà. Et ouais. Et le truc de manger du gluten. Ah oui, il y a ça aussi qui m'a énervé. Parce que c'est ultra méprisant envers les gens qui ne mangent pas de gluten ou de lactose, trucs comme ça, mais allô?
si les gens sont allergiques au gluten ou intolérants au gluten ou au lactose, ils ont le droit. Et t'as le droit aussi d'en manger si tu veux, personne t'en empêche. Il y a absolument, littéralement personne qui demande aux gens de ne pas manger de gluten, ça n'existe pas. Les véganes, oui, parce que évidemment que les véganes vont te dire faut pas manger d'animaux, c'est pas bien tout ça, oui, mais c'est logique. Mais personne qui est intolérant au gluten ne va dire aux autres de ne pas manger de gluten, ça n'a aucun intérêt, c'est débile, c'est comme si quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes disait aux gens surtout ne mangez pas de cacahuètes. C'est complètement ridicule. Personne ne dit ça, tu as inventé une panique morale toute seule. Allô? Non, personne ne dit qu'il faut pas manger de gluten en fait, ça n'existe pas. Si les gens mangent pas de gluten, c'est parce qu'ils ont des intolérances. C'est leur droit. Et puis même s'ils n'en mangent pas parce qu'ils ont décidé de pas en manger, ils ont le droit. Ça me bute, ça, putain. Ah, putain, mais sérieux, quoi. Et elle invente des trucs, mais ça, c'est typiquement boomer de s'inventer des oppressions comme ça. Allô, quoi. Bon, allez, passons à la suite parce qu'on est resté trop longtemps sur celui-ci. Mais bref, c'était nul à chier. Là, franchement, on peut le dire. Hein, là, aucun scrupule, c'était nul à yesh, vraiment, du début à la fin. Le moindre petit mot de ce livre. Bon, passons à des lectures mieux. Pour être bien placé, pour en parler, le mépris pour les gens qui peuvent pas manger de tout, comme si on suivait une mode. Ah bah oui, c'est clair, toi, avec tes allergies, Natacha, mais c'est ça. Mais ça me bute. Et puis comme si vous alliez dire aux gens de pas manger non plus les trucs dont vous êtes allergique, ça n'a aucun sens. Franchement, c'est pas parce que toi tu refuses de manger des trucs parce qu'en l'occurrence t'es allergique, et puis même si c'était pas le cas, que tu vas dire aux gens arrêtez d'en manger, quoi. Oh. Puis même si c'était une mode en plus, merde, on fait bien ce qu'on veut, bordel. Allô. Donc toi, t'as le droit de manger du gluten, là, Jessica. Bouffe ton gluten et fais-nous pas chier. Sérieux. Ah, bref, bon, allez. Passons à la suite. Avec donc la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa. Alors, puis c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que vraiment, j'étais persuadée qu'encore une fois, on allait être sur les fameux romans coraux. Oui, ça fait bizarre de dire romans coraux, mais j'imagine qu'au pluriel, c'est ça. Qui se passe voilà dans des commerces et tout ça, où on va suivre plusieurs personnages avec chacun son histoire, qui va découvrir le sens de la vie en allant dans cet endroit précisément. Bref, vu et revu. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait marcher pour l'item du palindrier là, un synopsis vu et revu. Voilà, si vous avez des feel-good japonais comme ça dans votre pal, let's go, hein, parce que sauf que là, c'est pas le cas. C'est vraiment, j'étais là, bah merde alors, bah non en fait. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Takako, et on ne suit que Takako. Il n'y a pas de plusieurs histoires. Voilà, c'est Takako, qui est une femme, qui va découvrir, donc en fait, qui fréquente un homme. Alors d'ailleurs, je crois qu'ils sont collègues de travail, il me semble, ouais. Oui, c'est ça, ils sont collègues de travail. Et donc, voilà, ils sont ensemble depuis quelques mois, ça se passe bien, tout ça, sauf qu'un jour, elle va découvrir que il est déjà avec une autre femme, et qu'il va même se fiancer, et lui-même, il va lui annoncer en mode tranquille, « Ah ouais, je veux me fiancer, quoi ?» Attends, mais je suis d'accord, moi, ah non, mais c'est pas avec toi, en fait. Ah, oui, c'est littéralement comme ça que ça se passe, en plus. Hein. D'accord. Putain, et puis en plus, il dit ça, genre, dans le plus grand des calmes. Je vois pas où est le problème. Bref, et du coup, bon, évidemment, Takako, ben, elle est pas très jouasse. Et en plus, bon, évidemment, elle va décider, parce que le pire, c'est que lui veut rester avec elle quand même. Genre,
normal, genre le mec il s'est cru en polyamour, tout va bien. Donc évidemment non, elle veut pas rester avec lui. Et en plus, bah, comme ils sont collègues de boulot, elle a plus envie de le croiser au boulot et donc elle va décider de démissionner. Et du coup, elle est un peu au fond du trou. Jusqu'au jour où elle va recevoir un appel de la part de son oncle qui s'appelle Satoru, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années et qui va lui proposer Enfin, il va lui demander de venir l'aider. Voilà, il a une librairie, en l'occurrence, une petite librairie d'occasion. Alors je sais plus pourquoi il l'appelle à la base, mais du coup, voilà, quand il apprend sa situation, il lui dit bon bah viens t'installer chez moi et tu m'aideras à la librairie, tout ça. Et du coup, bon bah Takako, de toute façon, là, elle a rien à perdre, elle est au 36e dessous, elle a juste envie de changer de vie, elle se dit bah allez, pourquoi pas, let's go, et donc elle part vivre chez son oncle. Et ben ouais, elle est bien dans sa petite librairie, et évidemment, il va se passer des choses, mais j'en dis pas plus. Alors, c'était un récit très très simple. Voire presque un peu simpliste. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, j'étais assez contente que pour une fois on sorte un peu du côté roman choral, et d'un autre côté, ben du coup c'était un peu moins fourni qu'un roman choral, parce qu'il est quand même très court et que finalement il se passe pas tant de choses que ça. Alors si bien sûr il y a des petites péripéties, hein, il y a des thématiques, il y a des thématiques qui me plaisent pas toutes forcément, mais bon, il y a des thématiques intéressantes. Et ça parle de livres. Alors ça par contre c'était bien parce que alors du coup il faudrait que je vois s'ils sont recensés quelque part, parce qu'en fait il y a plusieurs livres qui sont cités. Alors est-ce qu'ils ont été traduits en France? Je ne sais pas par contre, mais il y a plusieurs livres d'auteurs japonais qui sont cités et et certains m'ont pas mal intéressé. C'est des vrais livres, hein. Donc voilà, mais c'était bien parce que, enfin je pense que c'est des vrais livres en fait, je me dis ça, mais si ça se trouve c'est complètement inventé, mais ça serait dommage quand même. Et en fait du coup qui s'inscrivent un petit peu dans l'histoire, ça j'ai trouvé que c'était très bien fait, justement de dire tiens, voilà, d'avoir une référence, enfin que dans l'histoire fasse un peu référence au livre, voilà, coïncidence ou pas, bref, enfin c'était sympa. Le fait voilà que Takako revive un peu en lisant des livres, et voit un peu un sens à sa vie en lisant des livres aussi, parce que ça lui apprend des choses, parce que ça lui fait relativiser certains trucs, etc. J'ai trouvé ça très très bien. Mais c'était très court, c'était trop court en fait. Je trouve que ben ouais, tout va très vite, et au final, voilà, à peine commencé, on a déjà fini. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être un peu plus développé, parce qu'il y avait quand même des thématiques intéressantes, mais ça restait très léger quand même. Par rapport à d'autres livres du même style que j'ai pu lire, ça restait ultra léger, ça restait un peu trop en surface, j'ai trouvé. Voilà. Mais bon, c'était sympathique, c'est un livre que j'ai écouté en audio. Voilà, c'est vrai que ça... C'était plutôt sympa, j'ai pris quand même du plaisir à l'écouter, donc voilà. Ensuite, j'ai lu, je l'avais mis aussi dans ma palle de cet hiver, Saint Luigi de Nicolas Framont, hein, on change complètement de style. C'est un petit essai, ouais, il est pas très long, il fait moins de 200 pages, je l'ai lu très très vite en l'occurrence. C'est un essai qui va parler du capitalisme, de la violence du capitalisme et du fait de répondre à la violence du capitalisme par la violence aussi, d'où le titre, puisque évidemment ce titre fait référence à Luigi Mangione, donc qui est
l'auteur présumé, parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas encore eu de procès, donc il est toujours présumé innocent, donc voilà, on va dire l'assassin présumé, l'auteur présumé du meurtre de ah merde, comment il s'appelle, c'est le PDG de United Healthcare. En plus, quand je lisais le livre, voilà, Brian Thompson, je vais retenir son nom, mais non, évidemment que non. Donc Brian Thompson, donc qui est le PDG de United Healthcare. United Healthcare, c'est une des plus grosses assurances santé privées, hein, bien sûr, des États-Unis. Et donc, ce sont des gens qui, globalement, se font de la thune sur les maladies et les handicaps des gens, hein, voilà. C'est totalement ça. Donc là-bas, c'est une histoire de rentabilité. Et il se trouve que United Healthcare est responsable, on peut le dire comme ça, de dizaines de milliers de morts chaque année aux États-Unis. Je crois que c'est environ 40 ou 50 000 morts par an. Enfin bon, c'est un truc énormissime, juste parce que les gens n'avaient pas accès aux soins, c'était trop cher. Et nous, ça nous paraît tellement aberrant, nous, de notre point de vue de Français qui avons la sécurité sociale pour le moment, en tout cas. Hein. Mais malheureusement, c'est comme ça aux États-Unis. Et en fait, Luigi Mangione, hein, qui a été donc arrêté pour ce meurtre, même si pour l'instant il est présumé innocent, est devenu une icône, d'où le titre et donc l'iconographie de la couverture est devenue une icône voilà, qui a représenté en fait la rébellion du peuple contre cette violence, oui, des grands capitalistes, en l'occurrence représentés par les assurances santé aux États-Unis, mais qui peut représenter énormément de grandes entreprises dans le monde. Et donc c'est de ça dont va parler Nicolas Framont, d'ailleurs, puisque bon, il ne parle pas que de Luigi Mangione et de la santé aux États-Unis, loin de là, évidemment que non. En fait, c'est un essai qui explique justement pourquoi le capitalisme est violent, pourquoi le capitalisme fait des millions de morts chaque année, notamment par le fait qu'on tue les gens au travail, hein, voilà, et que d'une façon générale, tout ce qui est rentable, tout ce qui est pour faire du profit, ne profite pas aux petites gens qui vont se tuer à la tâche. Et voilà, d'une façon générale, c'est ultra meurtrier. Et donc il va expliquer comme ça comment cette violence, en fait, finit par engendrer de la violence de l'autre côté. On pense que la violence est relative, parce que bon, là c'était effectivement la violence extrême puisque c'était un assassinat, mais on a aussi qualifié de violence les fameuses chemises arrachées là, c'était Airbus, hein, c'était Airbus, je crois. Voilà, enfin, ce genre de choses, et puis même toutes les manifestations, tous les piquets de grève qui ont fini par des dégradations, etc. C'est toujours présenté comme de l'ultra-violence, alors que finalement ce n'est rien en comparaison de ce qu'on subit, de ce que subissent beaucoup de gens au quotidien. Voilà, donc la violence de l'État, la violence du capitalisme et face à la violence des petites gens qui, par contre, va être montrée comme beaucoup plus grave, alors qu'en vrai... Donc c'était très intéressant, et bon voilà, il explique bien que c'est pas pour dire que c'est bien d'être violent, c'est pas pour dire qu'il faut aller buter les PDG et tout ça, mais par contre, c'est un symbole du fait que les gens en ont marre, en fait. Les gens en ont marre, et surtout que, mine de rien, cet assassinat, il a été un petit peu... il a fait flipper. Ah oui, c'était Air France, pardon. Je pense que c'était Air... Tu as raison, Elsa. Ça doit être Air France. Autant pour moi. Cet assassinat, il a un peu fait flipper, en fait, dans le sens où, ouais,
les grands patrons se sont dit, oulala, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu en colère le peuple? Est-ce que au final, ça risque pas de nous tomber sur le coin de la gueule? Alors bon, c'est ledge, hein, en vrai, ils sont bien assis sur leur thune et ils ont pas vraiment peur, mais n'empêche que ça peut galvaniser aussi les gens à faire quelque chose. Voilà, donc, et à un moment, c'est sûr qu'à un moment, ça va péter, voilà. Donc, il parle des gilets jaunes aussi, il parle de pas mal même de la Révolution, même d'autres mouvements, la Commune de Paris, enfin, voilà, quoi. Mais ouais, il y a des moments où ça pète, et le problème, c'est que, c'est une violence légitime, et malgré tout, on montre ça comme quelque chose d'extrêmement grave. Soutien aux familles des vitrines, tout ça, il le cite ça d'ailleurs, c'est marrant. Donc voilà, c'était très intéressant. Après, c'est pas le meilleur essai que j'ai lu, je trouvais que ça enfonçait un petit peu des portes ouvertes. Bon oui, on sait que le capitalisme c'est violent, on sait que il faut répondre par la violence. Ça rejoint un petit peu... La terreur féministe, le livre, l'essai d'Irénée que j'avais adoré pour le coup, ça rejoint un petit peu ça, voilà, qu'à un moment, oui, la violence c'est mal, oui, c'est dans un monde idéal, on aimerait ne pas avoir recours à la violence, mais en même temps, il n'y a que comme ça que ça marche. Il le dit bien d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, ce ne sont pas des discussions calmes et pacifistes qui ont amené des droits, en fait, pas du tout. Jamais de la vie, en fait. Tous les droits qu'on a obtenus, ça a été dans la violence. On va pas se mentir, c'est la vérité. Et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Parce qu'il n'y a que quand on fait peur aux gens qu'on obtient quelque chose. C'est horrible à dire, c'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Et il faut arrêter de penser comme le PS là, parce que typiquement c'est ça quoi. Le PS il dit oh, on a obtenu que la réforme des retraites soit repoussée de 3 mois. Il y a une partie des gens qui partiront à la retraite 3 mois plus tard. C'est une énorme victoire. Toi t'es là. Oui, mais non en fait. Fallait juste virer ce gouvernement le cornu, putain. Et voilà, et le budget de merde a été voté. Merci le PS, les trahisons du PS, hein, voilà, comme d'habitude, hein, parce que bien sûr, il faut, c'est tellement mieux de négocier. D'ailleurs, il y a la chaîne de la Padutine là que j'aime beaucoup. Et Dr Zoé qui fait toujours cette petite analogie par rapport au PS en disant bon voilà, alors là en ce moment là la France, les Français là en fait on est tous enfermés dans une cave, on est à poil, on nous jette de l'eau froide tous les jours sur nous, on nous marque au fer rouge et tout, on est tous séquestrés on se demande comment sortir de là. Et puis il y a le PS et les Verts qui eux tout à coup ont réussi en fait à négocier d'avoir des slips. Voilà. Et donc du coup ils sont super fiers de leur victoire parce que du coup on est tous à poil, on reçoit de l'eau glacée sur la gueule tous les jours, mais on a des slips. Et donc du coup c'est une super victoire, voilà. J'adore cette analogie parce que c'est tellement ça. Ça me bute. Bref, bon, et en plus c'était pas ça que je disais à la base, c'était pour dire que oui, ça enfonçait un peu des portes ouvertes et que je l'ai trouvé un peu léger son livre en fait, je trouvais que ça manquait peut-être un peu de sources, de choses, d'illustration, enfin de choses qui illustrent un peu son propos, voilà, globalement. Juste en fait, j'ai eu l'impression, parce qu'en plus il n'était pas très long, j'ai eu l'impression de lire un édito, vous voyez, enfin mais un long édito, mais voilà, voilà, Nicolas Framont, qui est un militant, journaliste, militant politique, je sais plus s'il a été assistant parlementaire, je crois, bref. Voilà, Nicolas Framont, il a posé sur le papier comme ça toutes ses pensées du moment. Il s'est dit tiens, je vais parler de Luigi Mangione, de la violence du capitalisme, etc. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était ça, mais du coup c'est pas un essai pour moi qui est suffisamment travaillé, vous voyez, qui cite pas. Alors il y a des sources, il y a plein de sources, mais
c'est pas assez étoffé, c'est pas assez... ça reste un peu en surface, je trouve, voilà. Vraiment, ça fait très édito comme ça. Mais bon, après, c'était très bien, hein, quand même. Hein, j'ai trouvé ça très, très pertinent, très intéressant, etc. Ouais, ça manquait peut-être un petit peu de profondeur. Mais c'était bien, c'était bien. Ouais. Je pense que c'est un livre que j'aimerais, quand je l'ai pas en papier, je l'ai lu sur liseuse, mais c'est un livre que j'aimerais faire lire à un de mes collègues qui est trop fan de Bernard Arnault, là. Putain. Je pète un câble à chaque fois, quoi, vraiment, genre le mec, genre, mais oui, mais tu comprends, il fait briller la France parce que c'est Louis Vuitton, tout ça, machin. Et puis en plus, il crée de l'emploi. Bah oui, ça c'est l'argument des gens qui défendent les milliardaires. Oui, il crée de l'emploi, oui, bah oui. Oh. J'aimerais lui faire lire ce livre, en fait. D'ailleurs, il en parle de Bernard Arnault dans le livre, pas en de bons termes. Hein, vraiment, parce que Bernard Arnault, il a fait des trucs horribles dans la vie. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. J'en suis qu'au 3e livre. Et il est déjà 22h09. Bon, on va accélérer. J'ai lu. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire sur les livres d'aujourd'hui. Donc j'ai lu ce petit livre audio qui était gratuit sur Audible. J'avais lu le tome 1 déjà. Donc c'est Jiken. J'avais lu le tome 1 que... j'avais pas trouvé si ouf en fait. Alors en plus bon en fait parce que j'aimais pas trop la voix de Louis San. Je trouvais dans le tome 1 en tout cas, je trouvais qu'il racontait mal, ça faisait pas très crédible. Je trouvais qu'il avait trop une voix d'ado et que du coup ça allait pas trop avec ce qu'il racontait en fait. Et puis les histoires du 1 m'ont pas spécialement marqué, enfin, je me rappelle plus du tout d'ailleurs. Voilà. Et ben franchement, celui-là, il était 100 fois meilleur. C'est le contraste est vraiment, enfin il y a un fossé entre le 1 et le 2, c'est un truc de fou. Parce que là, déjà, je trouve qu'il s'est nettement amélioré. Alors je précise que j'aime pas plus Louis San, j'aime pas le personnage, j'aime pas ses idées, tout ça. Enfin, il est problématique. Enfin, bref. Pas entrer dans les détails, mais j'aime pas trop cette personne, on va dire, voilà. Mais bon, c'est pas, je m'en fous, lui, c'est que le narrateur, donc j'en ai rien à foutre, c'est pas ses histoires à lui, c'est pas, voilà. Il fait que raconter. Et franchement, il s'est vachement amélioré dans sa diction, dans sa façon de raconter, il en fait pas des caisses, il raconte très très bien. Là, pour le coup, franchement, c'était très très bien raconté. Et en plus, les histoires étaient vachement bien. Parce que c'était pas juste des histoires un peu sordides de true crime, tout ça. Non, il y a des réelles histoires. Alors, il y en a que je connaissais déjà, certes. Mais comme c'était bien raconté, j'ai pris plaisir à redécouvrir ces histoires. Notamment, donc, il y a... l'histoire, en plus, c'est con parce que j'ai le livre, mais bon, j'ai le livre qu'il a écrit, c'est l'histoire de Hiro Onoda, le soldat qui pensait que la guerre n'était pas finie, qui était aux Philippines, qui était affecté aux Philippines, d'ailleurs c'était tout un escadron là, qui était affecté aux Philippines, et ils ont, à chaque fois qu'on leur annonçait que la guerre était finie, ils y croyaient pas en fait. Ils croyaient que c'était une ruse des Américains et tout ça. Et du coup, le mec, il est resté jusque dans les années 70, presque 30 ans, dans les Philippines, à survivre en plus, parce que le mec était toujours en mode survie. Et donc, ils sont finis par le retrouver. Le gars, il a écrit un livre et tout. Bref, donc là, ça raconte son histoire. Il y avait l'histoire aussi absolument passionnante du mec qui a survécu aux 2 bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Il y a aussi le mec qui a empêché, on va dire, la catastrophe de Fukushima de devenir beaucoup plus grave que ce qu'elle aurait là. En fait, il a littéralement empêché la centrale d'exploser. Hein. Enfin voilà, c'était vachement bien toutes ces histoires. J'ai adoré comment c'était raconté. La musique est super, parce que c'est un truc spécial pour Audible, hein. La musique est super.
Enfin voilà, c'est vraiment très très bien. Franchement, j'ai adoré ce tome 2. C'était trop bien. J'étais déçue quand c'était fini. J'étais ah merde, moi je veux encore des histoires. J'étais à fond. Parce que, ouais, c'était cool chaque soir d'écouter une ou deux petites histoires là. Donc voilà, mais c'était trop court. Ben, franchement, putain, ouais, vraiment beaucoup beaucoup mieux que le premier. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu, alors évidemment, je lui ai toujours pas dit, mais je lui dirai quand il y aura le replay sur YouTube, voilà, parce que je voulais pas qu'ils viennent dans le live en fait pour écouter, ça m'aurait stressé. Donc voilà, parce que je lui ai pas dit, j'ai même pas dit que je l'avais reçu au final. Ah bah oui, Karine, vas-y, ouais, sur Jiken 2, franchement, c'était très sympa. Donc le crépuscule de la veuve blanche de Cyril Carrère, oui, que j'ai reçu un peu à retardement. Mais j'ai fini par le recevoir et donc je me le suis enquillé. Donc c'est un tome 2, même si ça peut se lire indépendamment du tome 1, mais on retrouve donc notre cellule Sakura composée de Hayato et Noémie, donc qui étaient présents dans le tome 1. Et là, dans cette histoire, on va s'intéresser à la thématique des évaporés. En fait, donc les évaporés au Japon, c'est tout un système. En fait, ce sont des gens qui disparaissent volontairement. Voilà, parce que ils veulent changer de vie, parce que ils veulent éviter certaines personnes, parce que pour X raisons. Sont des gens voilà, qui disparaissent tout à coup, et en fait au Japon il existe carrément des entreprises pour aider les gens à disparaître comme ça, voilà, qui vont trouver des nouveaux papiers d'identité, qui vont trouver des endroits, etc. pour aller vivre, qui vont effacer les traces, etc., etc. Et donc là en l'occurrence on va suivre une évaporée en particulier qui est une ancienne tueuse en série qui tout à coup, en fait, forcément, hein, pour pas être retrouvée, elle va disparaître volontairement, et sa fille également, d'ailleurs, sa fille qui, elle, n'est pas tueuse, mais voilà, elles ont disparu ensemble, donc prétendue, supposée morte, et en fait, partie vivre ailleurs. Donc ça fait quelques années, hein, quand l'histoire se passe, donc on est en 2024, et elles ont disparu en 2009 ou 2011, je sais plus. Je crois que c'est le dernier meurtre en 2009 et elles disparaissent en 2011, quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, c'est un YouTuber qui va remettre cette histoire au goût du jour. C'est un YouTuber true crime, un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Un YouTuber français, d'ailleurs, parti vivre au Japon. C'est marrant, forcément. Cyril lui-même, c'est un Français parti vivre au Japon, donc voilà. Et en fait, il se trouve que il y a un détective privé, on va suivre au début en tout cas, un détective privé qui va s'intéresser donc à cette histoire, puisque il se trouve que lui-même a été victime collatérale, on va dire, de la tueuse en série. Et du coup, il va décider de partir à sa recherche, et lui-même va disparaître. Et c'est là que la cellule Sakura va intervenir et va donc enquêter sur la disparition, sans savoir de quoi il retourne, hein, sans savoir pourquoi il a disparu, mais donc va enquêter sur la disparition de ce détective. Voilà, vous savez tout. Et donc, bon, c'était un excellent thriller, une excellente lecture. Moi, j'ai kiffé, voilà. J'ai adoré suivre l'histoire donc de cette tueuse en série qui s'appelle Ayumi et de sa fille. D'ailleurs, sa fille, je trouve, est plus mise en avant que la mère, bizarrement. Mais ouais, j'ai adoré suivre leurs histoires, même si j'étais un peu déçue de pas avoir plus d'explications sur le background, sur sur son côté tueuse en série, parce que c'est quand même ça qu'elle est à la base, quoi. J'étais un peu déçue par rapport à ça, mais bon, c'était quand même assez passionnant. Là aussi où j'étais un petit peu déçue, c'était par rapport au fait que Hayato et Noémie, alors que c'est quand même eux, c'est les héros du livre et c'est eux qui enquêtent, je trouve qu'ils sont vachement en retrait dans ce tome-là par rapport au tome 1. On en apprend moins sur eux, ils sont moins mis en avant.
en fait. On suit plus finalement d'autres personnages, et notamment particulièrement voilà, la tueuse et sa fille. Hein. Mais voilà, mais sinon, en dehors de ces deux petits bémols, qui ont fait que du coup j'ai quand même préféré le 1. J'ai préféré le 1 parce que j'ai trouvé que le 1 allait vraiment à 100 à l'heure et que les thématiques étaient vraiment passionnantes. Là, la thématique des évaporés, moi, m'a un peu moins passionnée, bizarrement. Mais c'était quand même vachement bien. Hein. Franchement, c'était... ça se bouffe. Et puis voilà, puis moi j'adore l'ambiance du Japon, j'apprends encore des choses, c'est... Je sais pas, voilà, c'est... Pour moi, il y a un côté doudou, en fait, de me retrouver au Japon comme ça. Et voilà, non, c'était vraiment très très bien. J'espère qu'il y aura un tome 3. Mais je crois que oui, hein. Je crois qu'il a prévu un tome 3. Parce que, voilà, et j'espère que s'il y a un tome 3, voilà, Hayato et Noémie seront un petit peu plus en avant, parce que bon, c'est quand même les héros. Alors, c'est marrant parce que je me plains. Vous allez dire, tu veux le beurre et l'argent du beurre, parce que bon, d'habitude, tu te plains quand c'est trop la vie privée des enquêteurs, et là, c'est pas assez, ça va pas non plus. Oui. Non, en fait, c'est vrai que j'aime pas quand la vie privée des enquêteurs dans les thrillers, dans les sagas de thrillers, prend le pas sur l'intrigue elle-même. C'est vrai. Mais bon, quand je suis en l'occurrence, quand je suis des gens que j'aime bien, à qui je m'attache, comme c'est le cas par exemple dans les Camilla Lackberg, tu avais peur du final. C'était pas celui-là où j'avais peur du final. C'était pas celui-là où j'avais peur du final. C'était... enfin, je crois. Celui-là, j'avais peur du final. Non, le final est très bien. Le final est très bien. Après, c'est vrai que c'est pas une... le final est moins claque dans la gueule que dans le premier tome, je trouve. Premier tome, la fin était vraiment excellente. Hein. La fin était vraiment géniale. Hein. Là, c'est plus une fin classique. Mais non, la fin est très bien, mais c'est plus classique, on va dire. Voilà, on a toutes les explications. Donc voilà. Mais ouais, c'est moins... Franchement, j'ai quand même préféré le premier. Hein. J'ai quand même préféré le premier. Je sais pas si c'est... non, c'est pas seulement l'effet de surprise, c'est parce que je trouve il y avait plus de choses, il y avait... Je sais pas... Là... En fait, le Crépuscule de la Veuve Blanche, c'est un excellent thriller, mais il est très simple. Après, c'est là où je retrouve un peu aussi le Cyril Carrère que j'aimais bien dans Grand Froid, par exemple, qui était très sobre, en fait. C'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait Cyril Carrère en mode ultra sobre. Je raconte une histoire, j'en fais pas des caisses. Voilà, j'essaye pas de faire des twists à tire-larigot, machin. Non, je raconte mon histoire, ça tient la route, c'est passionnant. On est à fond dedans, on suit l'histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Voilà. Sobriété, mais efficacité. C'est vraiment pour ça, c'est vrai qu'il me fait un peu penser à Grand Froid, qui était un peu dans le... qui avait un peu la même construction, plus ou moins. Enfin, en tout cas, c'était un peu dans le même délire. Alors que Izanagi était un peu plus... peut-être un peu plus percutant. Mais je préfère... Voilà, moi, je préfère quand même largement celui-ci que Avant de sombrer, qui, pour le coup... là, pour le coup, c'était... Je trouvais que ça manquait de crédibilité. C'est bien beau de faire des twists, mais quand c'est pas crédible, moi, ça me plaît pas. Je trouve que Cyril Carrère, il est quand même vachement plus doué pour écrire des histoires policières que pour écrire des thrillers avec des twists, quoi. Et tant mieux, parce que c'est plus quali, en vrai. Voilà. Ça change un peu des thrillers à la française que j'aime pas, là, où ils essayent de faire de plus en plus de twists. Pardon, je perds le plastique. Voilà, de faire des twists de plus en plus fous, mais au final, c'est pas crédible. Moi, ça me saoule, en fait. Je préfère ça. Je préfère cette sobriété-là.
Et puis voilà, et puis c'est le Japon, je sais pas, ça va bien en plus avec justement avec ce côté la pudeur à la japonaise, vous voyez, je sais pas, j'aime bien. Ça lui va bien à Cyril Carrère parce que c'est quelqu'un qui est très discret en fait. Voilà, il parle pas très fort, il est toujours voilà, il est toujours bien propre sur lui, tout ça. Voilà, il est très gentil, très voilà, ça lui va bien en fait. Le Japon c'était un peu un pays pour lui finalement. Voilà, mais du coup voilà, ce thriller il est un peu à son image aussi. Mais c'était très très bien. Voilà, moi voilà, franchement c'est vraiment le thriller parfait à lire ouais en hiver, en automne ou en hiver, comme ça un peu cosy, ou en même temps t'as un petit peu de frisson parce que bon quand même on parle d'une tueuse en série, on parle il y a quand même des trucs voilà, mais voilà, s'il y avait un côté très polar quand même que j'aime bien aussi, polar japonais, même s'il n'y a pas alors, polar japonais sans pour autant pardon excusez-moi. C'est pas non plus le truc avec le sens du détail, tout ça, encore que un petit peu, mais c'est pas, voilà, pas trop dans le même, pas non plus dans le même délire, mais bon, voilà. En tout cas, c'était, voilà, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Voilà, il y a pas, voilà, il y a pas de réel gros défaut. Moi, j'ai trouvé des bémols par rapport au tome 1, c'est plutôt ça, en fait. Mais sinon, voilà. Merci. Voilà pour celui-ci en tout cas. Alors ouais, c'était celui-là dont j'avais peur du final pour le coup. C'était Sarek, qui a été vraiment une excellente lecture. Franchement, j'avoue, j'ai vraiment kiffé. Celui-là, je l'ai écouté en audio, c'est vraiment très très bien. Sarek de Ulf Kvensler. Ouais, j'avais peur du final. Après, c'est pas la meilleure fin que j'ai lue, mais ça va. J'avais peur et ça va. C'est pas allé dans mes peurs, on va dire. Donc, j'étais un peu déçue. Bon, on va y venir à la fin, mais j'étais un poil déçue de la fin. Mais bon, sans que ça gâche ma lecture non plus, donc ça va. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Anna qui en fait, donc Anna qui est la narratrice de l'histoire, qui en fait a été retrouvée dans le Sarek en fait, qui a une espèce de parc, enfin pas de parc, de comment on dit, merde, oui, de parc naturel quoi, voilà, de parc naturel. Avec des montagnes et tout ça, enfin voilà, on est en Suède hein, et on est dans le froid hein, aussi. Qui en fait elle était partie en randonnée avec son chéri et un couple d'amis. Et en fait, elle va être retrouvée au début de l'histoire. Hein, au début de l'histoire, elle est retrouvée en hypothermie et elle a des contusions, on dirait qu'elle a pris des coups, elle a même des marques de strangulation et tout quand il la retrouve, donc elle est vraiment dans un sale état. Et donc du coup, elle va raconter son histoire. Elle va raconter ce qui s'est passé. Et en fait, au début de l'histoire, donc, elle explique que tous les ans, à peu près, je crois, elle part en faire une randonnée avec son petit ami, et une amie à eux qu'ils ont en commun en fait, donc elle c'est Anna, le petit ami c'est Henrik, et l'amie eux c'est Milena. Et à chaque fois ils partent à trois, voilà, parce qu'ils aiment bien faire de la randonnée. Mais bon, ils font des randonnées quand même pas trop intenses, parce que Anna c'est une sportive, mais Henrik et Milena un peu moins. Et un jour, donc, Milena ramène un petit ami, voilà. Milena, qu'on avait toujours vu célibataire, tout à coup, elle s'est dégotée un chéri qui s'appelle Jacob. Jacob, il voudrait se joindre à eux, parce que lui, c'est un grand sportif, il adore la randonnée, tout ça.
Et donc, voilà, Milena demande à Anna, ça va, ça te va, si Jacob il vient et tout. Bon, Anna, elle est pas très jouasse au début, elle fait bon, bah allez, vas-y, let's go. Et le problème, c'est que Jacob, il arrive avec ses gros sabots en mode, non, mais alors, en fait, moi j'aimerais bien qu'on aille au Sarek. Et il commence un peu à imposer le truc, et puis bon, alors au début ils sont là, oui bon, calme ta joie, dose un peu, mais au final ils disent bon allez vas-y, il nous saoule, bon allez vas-y on va faire le Sarek, c'est bon. Putain, ils ont pas de volonté quoi, c'est un truc de fou, comme ils se laissent bouffer, mais bon ok, let's go. Et donc voilà, et en fait on se rend vite compte que Jacob il est ultra relou. Voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais il est un peu problématique. Et voilà, je m'arrêterai là. Franchement, c'était vraiment très bien. J'étais à fond dans l'histoire parce qu'il y a pas mal de rebondissements et c'est pas seulement par rapport à la nature sauvage et tout ça. Non, c'est évidemment principalement par rapport à la relation entre les personnages qui est donc exacerbée par le fait qu'ils soient en situation, au début non, mais en tout cas petit à petit en situation de survie, on va pas se mentir, voilà. Et c'est vrai que ça c'est le genre de truc que j'affectionne particulièrement, vous le savez, voilà, moi j'adore les huis clos, enfin, c'est presque un huis clos parce qu'ils sont dans la nature, donc il n'y a personne autour, etc. Mais voilà, j'adore les histoires où les personnages sont confrontés à eux-mêmes et aux autres, en fait, sont confrontés entre eux et que ça part en couille, quoi, voilà, c'est clairement ça. Moi j'adore ça, et là pour le coup, y a vraiment des trucs un peu originaux dedans, j'ai trouvé, c'était très intéressant, surtout que ça va chercher des trucs dans leur background et tout, enfin, bon, vous allez me dire oui c'est toujours ça, mais là c'était, voilà, j'aurais pas pensé à ça. Après, ouais, et du coup c'est pour ça que j'avais un petit peu peur, je le sentais mal, je sais pas pourquoi à la fin, et en fait non, heureusement c'est pas parti dans la direction à laquelle je pensais, néanmoins, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal original. J'ai trouvé que justement le fait que ça parte ni dans un sens ni dans l'autre, ni dans le sens que j'aurais voulu, ni dans le sens que j'aurais pas voulu, bah c'est pas plus mal parce que du coup ça déjoue un petit peu les clichés. Voilà. Vraiment oui, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal que oui, les rebondissements sont assez inattendus quand même, et puis effectivement ça va pas vers là où on pensait. Après c'est pas non plus des trucs de ouf, enfin voilà, justement l'histoire reste crédible, c'est ça qui est bien aussi. Mais voilà, c'était vraiment une excellente lecture que je vous conseille grandement, et du coup j'ai bien envie de lire le suivant là, je sais plus comment il s'appelle, Au nom du père, non je sais plus. Je dis n'importe quoi si ça se trouve. C'est quoi l'autre? Ah bah si, putain. C'est bien Au nom du père. Putain, je vous jure, ça m'est venu comme ça, alors que vraiment j'étais en mode, je suis sûre c'est pas du tout ça. Ah bah si, c'est ça, c'est Au nom du père. Qui a l'air, c'est pas du tout, une saga, hein. C'est deux one shot a priori, hein. Il me semble bien. Mais il a l'air vachement bien aussi, voilà, Au nom du père. Donc voilà, en tout cas, belle découverte de cet auteur suédois qui a été, ça a été une agréable surprise. C'était très bien. Voilà. Et donc le dernier, ben écoutez, c'est un essai. Il n'y a pas de coup de cœur dans cette sélection, désolé, mais bon, il y a quand même quasiment que des bonnes lectures, donc voilà. C'est Formé à la haine des femmes de Pauline Ferrari, qui va s'intéresser au courant masculiniste, en particulier sur internet, mais pas que. Et donc qui va effectivement entrer dans ce qu'on appelle maintenant la manosphère, hein, c'est-à-dire la sphère de tous les hommes plus ou moins misogynes qui soi-disant défendent leurs droits, hein, voilà, mais pour qui défendre leurs droits ça passe par taper sur les femmes, dans tous les sens du terme d'ailleurs.
Et ouais, voilà, c'était... et là, pour le coup, voilà. Là, pour le coup, contrairement à Saint Luigi, c'était un essai qui était extrêmement bien travaillé, sourcé, documenté, avec moult illustrations. Quand je dis illustration, c'est pas des dessins, hein, des argumentations par l'exemple, par des anecdotes, par voilà. Mais ouais, franchement, c'était vraiment. Alors, on va être honnête. Plus ça va et moins j'apprends de choses dans les essais parce que maintenant je commence à être très 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 documentée sur la question. Alors tout à l'heure c'était pas un truc féministe, mais voilà, de tout ce qui est de gauche globalement, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est anticapitaliste, féministe, antiraciste, etc. Je commence à être pas mal documentée. Alors je pense que sur la question du racisme, j'ai encore énormément de choses à apprendre en tant que blanche, c'est pas étonnant, vous allez me dire. Mais là pour le coup, ouais, j'ai pas non plus appris énormément de choses. Ceci étant, ça n'a pas empêché que j'étais quand même passionnée par ce que je lisais, parce que je trouvais que c'était vraiment bien construit. Voilà, ça va dans les... ça fait l'historique du masculinisme, notamment, évidemment, en passant par l'attentat à l'école polytechnique de Montréal, par Lépine, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, qui a été le tout premier attentat revendiqué masculiniste, même si on n'utilisait pas ce terme-là à l'époque, c'était en 89, je crois. Et d'ailleurs, c'était... Si, voilà, il y a quand même des trucs que j'ai appris justement par rapport à ça, c'est que à l'époque, donc ils avaient fait... c'est en 99, ils ont fait une stèle à la mémoire des victimes. Et en fait, alors je sais plus ce qu'ils avaient mis dessus, mais en fait, ils ont changé en 2019 pour dire... pour parler d'attentats misogynes ou masculinistes, je sais plus, mais à l'époque, en fait, en 99, personne ne disait que c'était un attentat misogyne. Alors que c'était clairement ça. Il a dit lui-même, je veux buter le plus de femmes possible, quoi. Mais c'est intéressant, voilà, de voir un peu l'évolution des mœurs, justement, d'une façon générale, sur le masculinisme. Et aussi, un truc très pertinent aussi qu'elle a dit, c'est que même encore aujourd'hui, on ne parle pas de terrorisme quand on parle des incels, de potentiel, parce que des attentats, il y en a qui ont été déjoués quand même, des attentats masculinistes. Et on ne parle pas de terrorisme, même quand il y a eu des attentats qui ont fait des victimes, on ne parle jamais de terrorisme, alors que c'est clairement du terrorisme. Mais bon, malheureusement, on va pas se mentir, depuis maintenant une vingtaine d'années, on ne parle de terrorisme que quand c'est des attentats islamistes. Et c'est bien triste parce que le terrorisme, il est multiple. Et là, en l'occurrence, le masculinisme, c'est un terrorisme, quoi. Donc voilà, c'était intéressant aussi. Mais bon, ça, c'est toujours pareil, voilà. Alors, quand les attentats sont perpétrés par des islamistes, c'est tous les musulmans qu'il faut mettre dans le même panier. Mais le fait que littéralement tous les attentats, de quelque manière que ce soit, de quelque bord que ce soit, soient pratiqués par des hommes, par contre, on ne va pas dire que le problème vient des hommes. Paye ta logique, Voilà. Ah oui, c'est vrai, Elsa. Putain, la vache. Ah oui, c'était près de chez toi. Ah, je savais pas. C'est ouf quand même. Ah, mais c'est grave. Et franchement, et moi, ce qui me bute, c'est que personne ne s'en inquiète. Ah, les gens, ils sont à fond sur l'islam. Oh là là, l'islam. Mais par contre, le fait qu'il y ait énormément d'hommes qui s'organisent sur la toile pour faire ce genre de choses, c'est quand même ultra grave, quoi. Mais non. C'est pas grave. Et d'ailleurs, elle dit aussi, je crois que c'est au Royaume-Uni aussi, où justement, il disait que, oh non, mais les incels,
non, ça va, ça va, c'est pas dangereux, vous inquiétez pas, y a pas de souci, non, bah si en fait c'est grave, si c'est problématique, c'est quand même ouf, hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu la série Adolescence depuis, parce que bon, et c'est vrai que quand elle a écrit le livre, la série n'était pas sortie encore, parce que je pense qu'elle en aurait parlé sinon. Parce que oui, je vois qu'il est sorti en poche en début 2025, donc il est sorti en 2024 en grand format, et la série date de cette année, hein. Elle date du début de cette année. Donc oui, la série n'était pas sortie. Mais d'ailleurs, la série a eu un effet très positif, hein, puisque j'ai vu qu'elle était même étudiée en classe au Royaume-Uni et tout. Mais c'est tellement important, putain. Moi, franchement, quand je lisais cet essai, je pensais beaucoup à mon neveu, qui a 13 ans. Et je me disais, mon Dieu, quand je vois... Parce en fait, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que en fait, Pauline Ferrari, elle intervient dans des classes de collège, justement, a priori, hein, pour parler de ça, justement, pour parler de sexisme, etc. Et en fait, elle disait, mais à chaque fois, les élèves, mais c'est une catastrophe. Ils sont vraiment complètement déconnectés des enjeux, en fait, de la misogynie, etc. Et ils n'ont aucun problème à être ouvertement misogynes. Enfin, c'était vraiment... les filles se rebellaient à peine, en fait, parce qu'elles ont tellement intégré le truc qu'elles osent rien dire. Et limite, elles trouvent ça normal. C'est grave. Et du coup, franchement, moi, je pensais à mon neveu. Je me disais, merde, putain, j'espère vraiment qu'il fréquente pas ce genre de groupuscules, ou même... Enfin, c'est même plus des groupuscules, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. C'est qu'en fait, au final, c'est devenu... c'est pas des marginaux. En fait, on a tendance à penser que les incels, les mascus et tout ça, c'est des marginaux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qu'on peut fréquenter n'importe quand. Voilà. C'est des gens tout à fait normaux en apparence. Et du coup, je me disais, putain, mais ça se trouve, mon neveu, quand il est au collège, ils disent... Ça se trouve, ses potes ou même lui disent des trucs horribles sur les femmes et tout. Enfin... Ça fait peur en fait. Moi vraiment j'étais trigger en lisant cet essai parce que même s'il n'y avait rien que j'ignorais vraiment, si j'ai appris, franchement j'abuse un peu parce que j'ai quand même appris pas mal de choses. Mais surtout voilà, ça m'a vraiment fait me rendre compte en lisant cet essai à quel point c'était partout autour de nous. Parce qu'on a l'impression que c'est qu'une petite bande de haters sur internet, mais c'est faux. C'est faux. Et du coup, voilà, moi ça me fait peur pour mon neveu, vraiment, je me dis, mon Dieu, ça y est, il a 13 ans. C'est pile poil l'âge où, ça y est, ça commence à être chaud, quoi. Ça commence à parler de sexe, ça commence donc à parler de filles, et ça commence à regarder du porno, et donc à être imprégné d'une culture misogyne, hein, clairement. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut abolir le porno et tout, mais... pour les jeunes adolescents, bon, ça leur donne pas une super image de la femme, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Et pas une bonne image, du coup, des rapports sexuels non plus. Donc, c'est compliqué. Des fois, je me dis, putain, est-ce qu'il faudrait que j'ai une discussion avec lui ? En fait, il faudrait que je demande à Kim. Vas-y, discute avec lui. Parce qu'en plus, mon neveu, il adore Kim. Vraiment, hein, il le kiffe et tout. Je me dis, putain, si Kim, il lui faisait un mini sermon déguisé sur le fait que c'est pas très bien d'être misogyne. Voilà, quoi. Parce que bon, mon frère, bon, vous savez, hein, mon frère est un peu facho sur les bords, quoi, pas que d'ailleurs. Donc bon, je compte pas sur lui pour lui inculquer des bons trucs. Et puis, la famille de sa mère, c'est des pro-RN. Son grand-père, il est chasseur. Déjà, il commence à avoir des discours pro-chasse parce qu'il entend ça de son grand-père. Bon, c'est pas... Et pourtant, mon neveu, il est mignon, hein. Franchement, il est mignon, hein. C'est vraiment... Je vous jure, hein, je dis pas ça parce que c'est mon neveu, hein, mais c'est vraiment la gentillesse incarnée. Il est vraiment adorable. Et du coup, ça me ferait tellement mal qu'il devienne problématique, quoi. Oh là là, c'est triste quand
quand c'est des enfants qui sont innocents et tout ça, qui sont pleins de bonne volonté, puis qu'on leur inculque d'être mauvais, quoi. C'est... Voilà. Je veux pas que ça arrive. J'ai pas envie que mon... Je veux pas qu'il devienne ado, là. C'est trop tard, maintenant il a 13 ans. Mais putain, ça me fait chier. Je voudrais qu'il ait encore sa petite innocence, sa petite bouille de petit garçon qui était tout mimes, là. Bref. Bon, j'ai dévié complètement sur ma life, pardon. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est un excellent essai. Et je pense vraiment... Il est pas très long en plus, hein. Il fait 250 pages. Faudrait vraiment qu'il soit lu par énormément de monde. C'est tellement important. C'est pour le coup, là, c'est quelque chose, voilà, c'est ça, enfin, le capitalisme aussi d'ailleurs, hein, pour le Nicolas Framont, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans nos vies, quoi, en fait, hein, qui est autour de nous. C'est pas quelque chose qui est en marge de la société. C'est ça le truc, c'est ultra important, quoi. Voilà, j'en ai fini avec mes lectures de ces 2-3 dernières semaines là. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Qu'est-ce que je lis? Karine. j'ai copié ton pseudo. En ce moment... Et ben en fait, j'ai juste commencé un livre audio parce qu'au final, j'ai fini le Saint-Luigi hier dans le train. Et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de lire, donc je n'ai pas commencé un nouveau livre. J'ai juste commencé un livre audio. T'as le droit, il n'y a pas de copyright, bon ça va. T'imagines la meuf horrible qui dépose le long. Qu'est-ce que je lis? Alors vous avez plus le droit de dire qu'est-ce que je lis. Il y en a qui ont fait ça, hein. Il y en a qui ont fait ça sur des mots du quotidien et tout. Tu brevettes le mot, tu sais. Alors, qu'est-ce que je lis? Ah! Droit d'auteur. Le truc horrible. Donc oui, tiens, en parlant de Karine, j'ai commencé un livre québécois. Ouais, ça y est, j'ai considéré que ça y est, on est vraiment en période de Noël. Donc j'ai commencé le tome 2 des Meurtres sous le gui. Bon, c'est vraiment pas un truc de ouf, hein. C'est du cozy mystery. Ouais, c'est du cozy mystery de Noël au Québec. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté québécois que j'aime bien. J'aime trop écouter les livres avec l'accent québécois. Et alors le Audrey Archambault justement, alors c'est marrant. Putain, je vais être full Québec parce que c'est le prochain que je m'apprête à lire sur ma liseuse là. Voilà. Je vais le commencer demain. Il faut pas que j'oublie ma liseuse. Parce que hier j'avais oublié ma liseuse et j'ai lu sur mon téléphone du coup. Et je peux vous dire que ça pète bien les yeux. Pourtant j'avais mis sur fond noir, j'avais baissé la luminosité et tout. Pour pas m'abîmer les yeux, mais ça m'a quand même niqué les yeux. C'était horrible, ma liseuse m'a manqué énormément. Ouais. Franchement, non, c'est trop horrible de lire sur téléphone. Plus jamais ça, faut vraiment que je fasse attention à pas oublier ma liseuse. Et du coup, voilà. Donc demain, je vais commencer le Audrey Archambault, ouais. Donc ouais, full Québec. Alors, pas complètement full Québec, parce que j'avais oublié que j'avais un autre livre en cours. C'est le fameux Roman maudit de Franck Tillier, puisque c'est un roman de l'Avent, et que donc j'en lis... Alors, des fois, je loupe des chapitres, on va pas se mentir. C'est plus un jour sur deux que tous les jours. Mais globalement, je le suis bien quand même. Et franchement, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors oui, c'est très jeunesse. Hein, c'est complètement chair de poule. Hein, voilà, pas se mentir. C'est pas un truc. C'est vraiment pas un truc pour les adultes. C'est vraiment un truc pour les ados, voire pré-ados. Hein. C'est totalement chair de poule. Mais c'est vachement bien. Je suis à fond dans l'histoire. En vrai, je suis vraiment à fond dans l'histoire. Ah, c'est bien, Karine. Bravo, tu t'y tiens bien. Non, moi, mais même mes propres calendriers de l'Avent, là, des fois, j'oublie. Hein. Mais bon, n'empêche que c'est pas grave quand j'oublie, parce qu'après, je suis trop contente d'ouvrir 2 cases. Donc, ça me gêne pas, en vrai. Mais oui, c'est une histoire de boucle temporelle. Avec une intrigue sur un enfant qui aurait été enlevé en fait, et donc le héros
Comment il s'appelle? Putain, je suis nulle en prénom, mais c'est grave. La meuf, elle lit tous les jours le chapitre et elle a oublié comment il s'appelait le héros quand même. Hein. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Vraiment. Hein. Putain. Commence par un N. Non. Comment il s'appelle? Putain, bon, en même temps, c'est marqué nulle part. Parce que le garçon kidnappé, c'est Léo, d'accord, merci. Naël, voilà, Naël. Je savais que ça commençait par un N. Oh. Donc c'est Naël, oui, le narrateur, qui va découvrir un livre, en fait, enfin, un carnet. Et en fait, les pages sont cousues, globalement. Et en fait, il y a chaque jour de décembre. Et donc, il ouvre chaque jour. Et en fait, il se rend compte que c'est le journal d'un ado qui a été kidnappé. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, Naël, chaque fois qu'il s'endort, il se réveille toujours le 1er décembre. Il connaît éternellement le 1er décembre. Et donc, ben, du coup, il va commencer à changer les choses, etc., etc. Et en même temps, le fil conducteur, c'est comment retrouver ce fameux Léo. Voilà. C'est vachement bien. Franchement, c'est très très bien. Je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais à rien. Et au final, ben voilà, c'est une bonne surprise. Donc voilà, du coup, bah, vous aurez ma chronique au prochain bilan lecture, hein, puisque je vais pas en faire avant Noël de toute façon. Et voilà pour mes livres en cours. Et du coup, eh ben écoutez, pour la prochaine vidéo pour YouTube, bah, ce sera les sorties poches. Voilà, bon, du coup, vous allez avoir 2 vidéos dans un court laps de temps après avoir passé 10 jours sans vidéo, donc c'est bien. Donc voilà, sortie poche de janvier, rentrée littéraire, tout ça, oulala, grosse sortie là. Et donc, bah, c'est tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ce petit bilan lecture vous aura intéressé et bah, qui vous aura peut-être donné envie de lire certains, mais j'imagine pas celui-là. Voilà, bisous bisous YouTube et donc à la prochaine vidéo. Miaou.